En 2020 sur Google, le mot mème est 3 fois plus tapé que Jésus. Pour le commun des mortels, les mèmes, c'est juste des images rigolotes qu'on envoie à nos potes. On ne se doute pas que certains d'entre eux cachent des histoires tragiques, terrifiantes, voire complètement folles. Des procès à plusieurs millions de dollars, des vies détruites, des gens devenus riches, des complots gouvernementaux. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces images? Ces vies, c'est ce que je vous propose de découvrir. Quel est le premier mème? C'est ma bite! Le concept de mème est d'abord scientifique. Il vient du grec mimema, qui veut dire imiter, et on l'utilise en biologie. Sauf qu'en 1994, cet article va tout changer. Le journaliste y fait un parallèle entre la biologie, la virologie et comment les blagues circulent sur un internet qui vient à peine de naître. On remonte souvent le premier mème de l'histoire à 1921, avec cette image. C'est troublant à quel point c'est une blague qu'on pourrait faire aujourd'hui. Expectation versus reality. Mais si on s'en tient à la vraie définition du mème, c'est en 1940 que tout commence avec Kilroy Was Here. Un concept créé par les soldats américains qui s'amusaient à le dessiner un peu partout à travers le monde, dans les endroits les plus incongrus qui soient. C'était un phénomène qu'on voyait jusque dans les films, on en retrouve encore aujourd'hui des traces, comme ici sur le mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Washington. C'est à cette même époque que naissait d'ailleurs le Keep Calm. C'était pas du tout une blague à la base, mais une affiche de propagande du gouvernement britannique. Tout le monde l'avait oublié, mais un libraire anglais l'a ressorti du grenier dans les années 2000. Et aujourd'hui, c'est le fond d'écran de millions de jeunes femmes à travers le monde. Ce truc est vieux de 80 ans. Le premier vrai mème de l'internet, ça sera ce gif nul de bébé que tout le monde s'envoyait par email. Ça a été un tel phénomène en 1996 qu'on en retrouve la trace dans les Simpsons, les Griffiths, Ali McBeal ou les pubs pour Evian. Ironique que la naissance des mèmes internet se fasse avec un bébé. Personnellement, le premier mème que j'ai vu de ma vie, c'est ça. Un site piégé qu'on s'envoyait, impossible de quitter la page, l'ordi ramait sa maman avec le son à fond la caisse. C'était un cauchemar. Début des années 2000, on voit apparaître les premiers mèmes vidéo. Star Wars Kids, Numa Numa Kids, Angry German Kids, plein de kids qui verront leur vie détruite, mais on y reviendra dans la prochaine partie. À partir de 2004, l'évolution va être démentiellement rapide. 4 ans plus tard, en 2008, les mèmes avaient déjà gagné. Par exemple, le 1er avril de cette année, je dis bien toutes les vidéos YouTube redirigées vers un Rickroll. Imaginez YouTube faire ça aujourd'hui, la panique que ça serait. En 2008, c'est aussi la naissance de 9gag, l'endroit qui va vraiment rendre les mèmes grand public, qui va faire naître toute cette culture. Vous vous souvenez de cette époque avec tous les dessins moches, ce qu'on appelle les rage comics. Le plus célèbre rage comic est aussi celui qui a posé le plus de problèmes, la trollface. Alors là, c'est parti en cacahuète. À la base, c'est un dessin creepy d'un mec qui a essayé de dessiner Mighty Mouse. Bon, c'est raté. Un autre artiste, Carlos Ramirez, a décidé de le décalquer et de le poster sur DeviantArt avec une petite vanne. Succès immédiat. Mais Carlos Ramirez n'est pas content. Il se sent volé. Alors en 2011, il envoie un copyright claim à Reddit, exigeant le retrait de toutes les trollface du site. En 2015, pareil avec Nintendo pour le jeu Meme Run, qui contenait sa trollface. Pourtant, le boug, il s'en est fait des sous, avec la vente des produits dérivés Trollface, il aurait engrangé plus de 100 000 $. 100 000 $ pour un petit dessin décalqué sur un autre. Ces 4 mèmes qui ont détruit des vies. And if you come near my daughter, guess what? Consequences will never be the same. Derrière ce mème se cache une tragédie qui va vous retourner l'estomac. En 2010, tout le monde rigole. Une e-girl emo et un papa un peu beauf, les parodies pleuvent. Ce qu'on sait moins, c'est pourquoi cette petite fille de 11 ans est en pleurs. Elle se fait cyberharceler. Cyberharcelée pour s'être vantée en vidéo d'avoir eu des relations charnelles avec le chanteur de son groupe favori, David Vanity, un adulte donc. Les gens pensaient qu'elle mentait, on sait aujourd'hui que tout est vrai. Plus de 21 témoignages et plaintes contre le chanteur font état de rapports non consentis avec de très jeunes fans. À l'époque, personne ne sait, et 4chan s'empare de l'histoire pour harceler la jeune fille. David Vanity, pour se venger, ira jusqu'à lâcher au troll l'adresse et le numéro de téléphone de JC, alors qu'elle a 11 ans et qu'il en a abusé, je rappelle. Pendant 24 heures, pour elle, c'est un déferlement de haine. Mail, coup de téléphone, livraison de pizza, en pleurs et avec son père,
Elle allume sa cam, suppliant au troll d'arrêter. En vain, Jessie a été brisée, le père est devenu fou et violent et mourra quelques mois plus tard à l'âge de 53 ans. Jessie et sa mère ont dû déménager et quant à Vanity, lui il est toujours libre et il continue la musique. 2 autres enfants ont connu des harcèlements similaires à cause d'un mème. Angry German's Kid et Star Wars Kid. Pour le premier, sachez-le, c'est un sketch, un personnage qu'il jouait sur internet. Ça, personne l'a compris et c'est parti en cacahuète. Dans les news de l'époque, il y a eu une fusillade dans une école en Allemagne et il a été accusé à tort. Des émissions de télévision décrivaient cet enfant comme un malade mental utilisé pour montrer que les jeux vidéo rendaient violent. Son école ne voulait plus de lui et il a totalement perdu le contrôle de son image. Je rappelle, c'est un gamin qui joue la comédie sur internet. Aujourd'hui, heureusement, il va bien, c'est devenu un rappeur go muscu. Pour Star Wars Kids en 2002, c'est un enfant qui s'est enregistré dans le club vidéo de son école. Ça aurait jamais dû sortir, mais des élèves ont trouvé l'enregistrement sur un disque qu'il avait oublié à l'école. Alors, ils le mettent en ligne pour se moquer. Au début, c'était rigolo. Les gens ajoutaient des effets, Star Wars, Matrix ou du kayak. Le même apparaît même dans Family Guy, The Office ou d'autres séries. Et il y a eu une pétition envoyée à George Lucas pour le faire jouer dans l'épisode 3 de Star Wars. C'est mignon, mais pas pour longtemps. Son adresse est fuitée et il reçoit un tombereau d'insultes. Sur son obésité, sur le fait qu'il fait trop l'intéressant, qu'il mérite pas d'être connu, qu'il devrait se suicider. Et il a rien demandé ce garçon. Cette situation, ça va le briser. Des années de thérapie, une scolarité à domicile. Aujourd'hui, il va mieux, il bosse dans le droit et lutte contre le cyberharcèlement. Il y a d'autres adolescents qu'Internet a harcelés, mais eux, leur histoire finissent bien. Rebecca Blake est toujours chanteuse, et quel glow-up. Boxy, Okay, hi. So, my name is Boxy. double maintenant des voix pour Disney. Scumbag Steve est devenu grave BG, et Overly Attached Girlfriends a réussi à devenir une youtubeuse à 1,2 million d'abonnés. Ça finit bien, mais c'est pas toujours le cas. Voici Eddie. C'est une mannequin et en 2012, elle pose pour une publicité d'un chirurgien esthétique. Le concept c'est les parents sont beaux, pas les enfants, chirurgie esthétique, lol, c'est rigolo. Pas de bol, au même moment sort une news comme quoi un homme aurait obtenu le divorce avec sa femme pour exactement cette raison. Ça devient un mème. Tout le monde pense que c'est Eddie, alors qu'elle a rien à voir avec ça. Ça l'empêchera pas de tout perdre, Son petit copain l'a quitté, ses parents et ses amis se sont écartés d'elle, ses clients et son agence ont arrêté les contrats, sa carrière a été brisée. Elle estime encore aujourd'hui avoir perdu plus de 100 000 euros. Ces mêmes qui ont rendu riche. Vous vous souvenez de Nightguy, ce petit site étudiant qui a popularisé la culture mème ? Eh bien, il existe toujours. C'est aujourd'hui une multinationale avec un PDG dont on estime la fortune à 48 millions de dollars. De l'argent, il y en a dans le milieu. Salt Bae a pu ouvrir de nombreux restaurants à travers le monde, servir des milliardaires et a amassé une fortune estimée à 50 millions d'euros. David After the Dentist, lui, il a gagné plus de 150 000 dollars en vente de marchandises, et c'est aujourd'hui un garçon heureux. Double Rainbow a pu tourner plusieurs grosses publicités avec Microsoft ou Vodafone notamment. Bon, par contre, il est mort en 2020 à 57 ans, désolé de vous l'apprendre. Pareil pour Hide the Pen Harold, il s'appelle en fait Andras, et il a fait des pubs pour Coca-Cola par exemple. Enfin, Tyson Day et son l'ont propulsé en vraie star de la musique. 1 million d'abonnés, des pubs avec la NASA et même avec Beyoncé. Tout de suite, on se fout moins de sa gueule. Cet argent, c'est pas toujours les personnes sur les mêmes qui les gagnent. Je vais pas parler de Techno Viking qui a gagné son procès contre celui qui exploitait son image. Non, je vais plutôt vous parler des animaux sur les mêmes. Vous vous souvenez de Keyboard Cat ? Ça, c'est son propriétaire. Ce mec qui bouge son nez, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Eh bien, il aurait gagné plus de 300 000 dollars avec son chat en tournant dans des publicités. Le truc, c'est que Keyboard Cat est mort en 1987. Son remplaçant, lui, est mort en 2018. Et du coup, ça continue. Ça continue parce que le business, il est juteux, frôlant parfois même l'immoralité. Vous vous souvenez de Lil Bub ou Grumpy Cat ? On ne compte plus les produits dérivés à leur effigie, les bouquins, les jeux vidéo et même un film.
Est-ce que l'humanité avait vraiment besoin de ce film? Je pose la question. En 2013, les propriétaires de Grumpy Cat ont fait condamner en justice une marque de café à payer plus de 700 000 $ pour l'utilisation illégale de l'image du chat. La fortune du matou était estimée, tenez-vous bien, à plus de 100 millions de $. C'est beaucoup de fric, si bien qu'il existe aujourd'hui des formations marketing et des bouquins pour vous apprendre à monétiser votre chat. Le truc, c'est que Lil Bub comme Grumpy Cat sont handicapés. Ils sont atteints de nanisme du chat. En 2019, ils sont d'ailleurs tous les deux morts en souffrant à cause de leur maladie. Oui, certes, mais argent. Aujourd'hui, il y a un véritable business industrialisé du chat handicapé. On a sélectionné génétiquement les plus atteints, on a créé une nouvelle race de chats spécialement pour faire de jolies photos Instagram. Des chats qui, je vous le rappelle, vont souffrir. Après, parmi les animaux eux-mêmes, il y a aussi de jolies histoires. Bon, ils finissent pas forcément bien. Prenez Dog, le plus célèbre chien de l'internet. Dans la réalité, il s'appelle Kabozu et il a été sauvé de l'euthanasie par une adoption. Génial, vous allez me dire. Sauf qu'avec ce même, tout le monde s'est mis à vouloir un Shiba Inu. Du coup, les prix ont explosé et les éleveurs peu scrupuleux aussi. Ce genre de phénomène, on peut aussi le voir en France. Par exemple, ça c'est les recherches pour un Shiba en France, et ça, c'est quand Squeezie a adopté et fait une vidéo sur Natsu. À méditer. Ces mêmes qui ont sauvé des vies. Hey, I'm gonna make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Avec une simple vidéo faite par un passant, ce sans-abri a modifié le cours de sa vie. Sa voix somptueuse et profonde ont séduit la radio, la publicité et même le cinéma. Quand la vidéo est sortie, il a eu d'abord honte que ses enfants puissent voir leur père dans un tel état. Hi mommy. Hi mommy. Hi mommy. Mais finalement, aujourd'hui, il a pu arrêter l'alcool, la drogue et vivre la vie qu'il méritait. Pareil pour le Mugshot Guy, un délinquant narcotrafiquant qui, lors de son arrestation, s'est fait remarquer pour sa beauté, ce qui lui a permis de devenir mannequin et fonder une famille avec la fille d'un milliardaire. Succès. Et justement, la backstory de Success Kid est tout aussi cool. Pour l'enfant, sa vie n'a pas changé, vu qu'il était bébé. Par contre, pour son père, lui, il était gravement malade et il avait besoin d'une greffe de rein. Son fils, Success Kid, a pu l'aider avec sa petite notoriété afin de monter une cagnotte et sauver sa vie. Personnellement, l'histoire la plus émouvante, c'est celle de Lazy Town. You are a pirate. Vous avez forcément déjà vu ce personnage, ses clips complètement déjantés. À la base, c'est une série pour les enfants islandaise. Celui qui incarne le grand méchant, un peu gentil quand même, c'est lui, Stefan Karl Stefensson. Au moment où le mème We Are Number One explose, pour Stéphane, ça sera pas la joie. Il apprend qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, incurable, à 41 ans. Quand les fans l'apprennent, Internet entier s'unit pour l'aider. Sous chaque vidéo du mème, des remixes ou des parodies, les gens mettent un lien vers la cagnotte pour l'aider. Ça lui permettra de récolter plus de 100 000 $. Avec cet élan de solidarité, Stéphane peut se soigner et son cancer semble s'affaiblir. Avec tous les acteurs, ils se réunissent, ils dansent pour remercier Internet. Malheureusement, le 21 août 2018, il succombe à sa maladie. Internet entier est en deuil. On organise une campagne d'abonnement massif à sa chaîne YouTube afin qu'elle puisse dépasser le 1 million d'abonnés et que sa famille puisse recevoir le trophée YouTube en sa mémoire. Grâce à l'argent récolté, Stéphane a tout de même pu passer les dernières années de sa vie avec sa famille sans devoir se soucier des problèmes financiers. C'est une des rares fois dans l'histoire d'Internet où tout le monde s'est réuni pour faire le bien. C'est même devenu des armes politiques. Vous connaissez ces vidéos de musique lo-fi qu'on écoute tous en travaillant ? Eh bien, c'est devenu un mème. Un mème récupéré par le Parti conservateur britannique qui a uploadé 1 heure de musique lo-fi entrecoupée de discours anti-Europe du Premier ministre Boris Johnson. Oui, au XXIe siècle, les mèmes peuvent faire gagner des élections, voire même enclencher des guerres. Et un mème en particulier a mis le feu à la toile. Est-ce que Pepe the Frog est le symbole de l'extrême droite ?
Alors, je vous entends hurler, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Vox. Arborer un Pépé the Frog serait aussi grave qu'une croix gammée. Comment en est-on arrivé là ? À la base, c'est un personnage d'une BD créée par Matt Furies. Une case devient le même symbole des gens qui pratiquent les stupéfiants. D'autres arriveront comme Smug ou Angry Frog. Pépé deviendra politique le jour où un anonyme postera ce même sur 4chan. La sauce prend, Trump lui-même partagera un Pépé the Frog sur son compte Twitter. À partir de là, la presse s'emballe et le moindre Pépé est associé aux extrêmes. La Russie s'en amuse, là-bas Pépé a un succès monstre, et la diplomatie russe n'hésitera pas à troller les gouvernements occidentaux avec ce symbole. Aujourd'hui encore, quand vous voyez un Pépé dans les décors de vos streamers favoris, il y a une petite chance que ce soit un signe d'appartenance. Ou alors il le sait juste pas. C'est vrai que Pépé c'est aussi plein de vidéos et détournements absolument fabuleux et pas du tout politisés. Matt Fury, le créateur, aura tenté des procédures judiciaires, des Kickstarter pour sauver Pépé, mais rien n'y fait, sa création est hors de contrôle. En France, on a un cas similaire avec Resitas. Voy a la playa, había subido la marea. BuzzFeed le classera comme signe de haine, Florian Philippot au OFN mettra sa photo sous sa tasse, et sur Twitter, pour beaucoup, c'est un mème interdit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Si c'est pas votre ligne politique, est-ce que vous continuerez à utiliser ces deux mèmes maintenant que vous savez ? Je vous propose qu'on en parle dans les commentaires, j'irai discuter avec vous. Ça fait quoi d'être un mème ? Parce que oui, votre humble serviteur a quelques anecdotes à vous raconter. Sans le vouloir, j'ai dit des trucs qui sont un peu partis en mème. Primo Kriog, Primo Chronon, Meia Garai Kaza, tout shiné, mais c'est une boule. Il y a aucun moyen, j'ai tout révisé. Putain d'hypocrisie. Et c'est rigolo, alors au début tu le prends un peu mal. Primo Kriog, c'est parce que je suis dyslexique. Putain d'hypocrisie, j'ai l'air super méchant alors que j'étais juste tétanisé par la peur. Du coup, quand ces mèmes sont utilisés, généralement c'est rigolo. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés. Tout shiné, mais parfois, ça part un peu en cacahuète. Ça m'est arrivé 2 fois d'être au restaurant, et d'ailleurs une fois avec une fille, et là, t'as un ado qui rentre et qui hurle « Hey, primo Kriog, primo Groudon, Megara, Kaza, tout shiné !» C'est un peu la honte. Pendant le drama, j'ai reçu une lettre avec du caca, des milliers de menaces de mort, le téléphone qui sonne, et un mec qui a déposé un fil de fer en forme de cœur devant ma porte. J'ai pas très bien compris le projet là. Bon, c'est le côté nul d'être un mème. Perdre totalement le contrôle de ton image. C'est ce que raconte l'homme derrière Blink Guys dans une interview. Un simple live et le mec est devenu l'un des chiffres les plus utilisés au monde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Je vous laisse imaginer, c'est flippant, mais c'est internet. Faut vivre avec, être entraîné très jeune à ce que ça puisse nous arriver, la fortune des uns faisant le malheur des autres.